saxophone. Saxophone. Oh yeah. C'est quoi ça? C'est petit. Allez, à tout bien. Coucou. Allez, c'est petit. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Alors, niveau combien? Qui? Voyeur. Je prie à ton Dieu.
Bon, on va dire ça. Tu vois, maman? Hein? Voilà, ma cuisine a été faite. Après, j'ai été repas 4, déjà 10h10. On n'a pas encore été faire la marche à pied. Oh, pour faire après-midi. Hein? Oh, pour faire après-midi. Profiter qu'il fait beau pour on le fait. Tiens, pour faire après-midi, la main. Là, il fait des patates. Là, c'est en train de sécher. Je me dis, c'est gâteau avec un steak, tu veux un légume avec? Non. Non? Non, c'est vraiment. Avec la pourrie, là aussi. Oh, c'est long. C'est ma deuxième vidéo. Ça, je prépare mes patates, ma soupe. Là, ici, va sécher. Oh! Une sacrée guêpe, punaise! Une grosse guêpe. Elle est rentrée dans la cuisine, là, les femmes, c'est qu'elle est à du couloir.
Petit, c'est les petits. Foyer, arrête foyer. Si dans les filles, on a parlé dans les filles. Donc là, plusieurs Allez, c'est parti. Souris-toi. YouTube.
n'est pas utilisé pour financer la catastrophe sociale qui nous attend. Il n'y a pas un seul de ces actionnaires qui pourrait se retrouver sur la paille si on leur retirait ces 40 milliards d'euros qui restent en ce moment même. C'est-à-dire qu'il y a une spéculation financière qui perdure dans le cadre de la crise sanitaire. Je rappelle qu'avec 20 milliards d'euros, vous créez 660 000 emplois payés à 1500 euros net par mois. 1500 euros net par mois. Ça veut dire qu'avec 40 milliards, vous faites plus d'1 200 000 emplois. C'est pas pour faire des vases communicants, mais c'est pour donner des idées, des sommes d'argent qui aujourd'hui sont là. Or là, ça rejoint la crise du système capitaliste tel qu'elle existait, telle qu'elle était décrite, mais pas simplement par notre camp, à un moment donné. C'est-à-dire cette logique folle du capitalisme qui finit par quoi qu'on peut faire de l'argent, avec ce capital fictif qui fait qu'il y a un peu plus de 30 ans, quand il y avait 100 euros de valeur ajoutée, il y avait 5 euros qui partaient en dividendes dans l'argent de poche des actionnaires, il y en a maintenant 25, et ça perdure. Cette logique folle qui fait qu'une partie des profits ne va même plus dans l'investissement dans les productions ou dans les salaires, mais part dans la spéculation en ce moment même. Je ne comprends pas pourquoi on ne réquisitionne pas ces sommes-là pendant la crise sanitaire aujourd'hui pour financer ce qui nous attend. Ce qui nous amène à la question, est-ce qu'il faut faire payer les riches? Est-ce qu'il faut faire payer les actionnaires, les grands patrons? Est-ce qu'il faut... L'idée a été avancée, est-ce qu'il faut rétablir l'ISF, par exemple, Olivier Besançon? Je suis pour le rétablissement de l'ISF, mais au-delà de la mesure qui reste symbolique dans le financement, parce que ça représente peu d'argent. Au total, à peu près 3 milliards d'euros, mais pas véritablement, parce qu'il y a un impôt qui remplace l'ISF, qui remplace. Rappelons quand même que là, on est dans une situation où on a décidé en conscience du côté du gouvernement et Emmanuel Macron, par exemple, de moins taxer la spéculation financière sur les dividendes, en la plafonnant à hauteur de 30%. Ça, c'est du domaine des choix politiques. Et là, il y a un rapport entre les choix politiques et la crise qui nous attend, parce que je rappelle malgré tout, et j'insiste là-dessus, qu'avant le Covid, il y avait des revues tout à fait libérales, pas du tout anticapitalistes, qui redoutaient par exemple une nouvelle bulle, l'explosion d'une nouvelle bulle financière, qui parlait de crise de liquidité, de crise d'endettement des plus grandes entreprises, de crise d'endettement des États. Or, c'est tout ça. En gros, on a une bombe à retardement aujourd'hui. Donc, si on repart comme avant, en imaginant que tout va bien se passer, non. C'est-à-dire que là, malheureusement, donc vous avez raison, c'est-à-dire que là, la différence de cette crise-là, c'est que c'est pas une crise une crise spéculative, c'est pas la crise de 2008. On parle d'une crise qui part de l'économie réelle. C'est la destruction de PIB en tant que telle. Sauf que là, derrière ça, il y a ces éléments de crise structurelle qui étaient déjà présents, qui risquent de ressurgir, et donc on risque de demander à la majorité de la population de payer la facture. Alors, moi, je voudrais faire payer les riches. Moi, je crois qu'il faut faire attention, ça a été dit, de ne pas penser que le système de vase communicant va fonctionner. Il faut peut-être arrêter de penser comme avant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, de ne pas sortir les emplois ceux-ci, les emplois ceux-là, qui n'ont jamais, dans les zones franches, qui n'ont jamais marché, qui ne marcheront pas plus encore aujourd'hui lors de la crise. En revanche, il faut peut-être accepter de penser différemment le rôle de l'État. Ça a été dit également par les interlocuteurs ici. Et peut-être accepter que quand on a de la dette, c'est pour créer de la richesse. L'État doit aussi créer de la dette, c'est important. Jusqu'à présent, considérer qu'un État avec de la dette, c'était un État qui allait mal. Aujourd'hui, tout le monde va mal. Et si l'État s'endette, c'est pour que les entreprises et la vie, et donc les salariés, aillent beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut mettre en place. On peut s'endetter. Arrêtons ce sacro-saint, comment dirais-je, principe, postulat, que si on a de la dette, on est en mauvaise santé. On peut avoir la dette pour sauver les meubles. Attendez, quand on a de la dette, on n'est pas forcément en mauvaise santé. Bien sûr, on peut financer la dette. Oui, quand on ne peut plus financer la dette, ça devient un les problème. entreprises ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Ça devient assez facile de la financer cette dette-là. On en a besoin. Et si demain les choses venaient à évoluer, pas la même histoire, Nicolas, il faut faire payer les riches. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, pourquoi pas, les dividendes pour aider l'économie? Les dividendes, ça ne me semble pas crédible. À chaque fois qu'on fait un moment un peu difficile, il y a des imputations autour de l'ISF qui rapporte 3 milliards d'euros ou de la flat tax qui a été juste ramenée à un niveau qui nous rapproche des pays qui nous ressemblent. J'ai souvent vu qu'on avait supprimé la fiscalité sur le capital, on l'a abaissé par rapport à nos voisins et on l'a placé à un niveau qui reste un peu supérieur au même niveau qui est pratiqué ailleurs. On ne peut pas supprimer la fiscalité sur le capital. À chaque fois qu'on est sorti des grands moments, par exemple, on s'en est jamais sorti sans travailler davantage et sans mobiliser l'épargne. Ce sont deux éléments qu'on voit systématiquement. Le travailler davantage, on ne remettra jamais en cause. J'ai oublié ma congélateur, l'autre là, veut dire, comment c'était dégueulasse. Quelle devrait être la commune du travail? Je l'ai Revenons appelé. des entreprises par rapport collectif d'entreprise, là où ça a du sens, là où la demande est présente, ont peut-être intérêt à trouver des aménagements au temps de travail temporaires avec l'accord des salariés pour coller à une demande qui existe. Et à l'inverse, des entreprises qui sont dans une situation inverse auront peut-être intérêt par rapport d'entreprise à essayer plutôt de transformer quelquefois des salariés Sur les rapports en salariés de temps partiel. Il faudra avoir égaux, ces rapports. il faudra avoir
Je pense que ça n'existera pas. Je connais le dividende est la chose la plus honnie par certaines personnes. Si vous n'avez pas de dividende, vous n'avez pas d'actionnaire. Si vous n'avez pas d'actionnaire, vous n'avez pas d'entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas d'employeur. À l'inverse, mobiliser l'épargne et décider que parce que la situation est exceptionnelle, on va solliciter l'épargne. Et le FMI avait sorti un base astronomique en 2013. Violent, hein. La solution FMI, c'était écoutez, la situation des dettes souveraines est importante et grave. Donc on propose, c'était pas un choix, on propose de taxer en une fois ou en deux fois 10% du patrimoine des gens. Ou alors un emprunt obligatoire, comme ça c'est déjà vu dans l'histoire. On va continuer à en parler parce que les Français ont beaucoup épargné, presque forcé ces dernières semaines, 55 C'est milliards. pas de l'épargne, c'est du cash, Voilà. désolé. Exactement. 60 milliards. En tout cas, c'est de l'argent qui n'est pas rentré dans l'économie, ça c'est une certitude. 10h22, on a rendez-vous ce soir sur BFM TV, 20h50, au cœur de l'Élysée, face à la crise. C'est un document exceptionnel réalisé par toutes les équipes de Ligne Rouge et Pauline Rovenard. Une courte pause, on se retrouve juste après. BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez, c'est parti pour BFM Story. On rembobine et on refait le film. Avec des invités, témoins et acteurs. Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Quelle histoire se croit? Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité. Vous avez décidé de parler ce soir. C'est dans BFM Story, 17h-19h, sur BFM TV. Un projet d'application web BFM Story avec The Drive, l'efficacité du développement d'applications en mode agile. Le gouvernement se mobilise pour soutenir les entreprises. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant, dirigeant d'entreprise. Vous rencontrez les difficultés de taux de mobilisation sociale, connectez-vous à notre interface pour demander à reporter ou échelonner leurs paiements. À noter, ces reports sont automatiques pour les indépendants. Pour les impôts, le report de certaines échéances fiscales est également possible. Envoyez le formulaire de demande à votre service des impôts des entreprises. L'esprit libre. Vitamine chimique ou naturelle, maintenant, sous échelle. Chez Arcoforma, nous savons que les maux du quotidien peuvent être soulagés par des produits de santé naturels. Arcovital concentre des vitamines 100% végétales, avec un pouvoir antioxydant 2 fois supérieur aux vitamines chimiques. Arcovital, vos vitamines 100% naturelles. Cette génération veut pouvoir manger bio plus d'un jour par semaine. Chez Ati, 63% de nos produits bio ont la marque de sang. Ati, place au grand consommateur. Alors clients, restaurateurs, cafetiers, hôteliers, vous allez bientôt pouvoir redonner libre cours à votre passion dans vos cuisines, dans vos salles. Comme toujours, Fourniresto sera à vos côtés. Fourniresto.com, matériel de restauration C'est professionnelle. parti. Nicolas, il aime pas du tout. Comme j'aime, pourquoi ça marche? Pour perdre du poids, il faut de nouvelles habitudes alimentaires durables. Et c'est là qu'un accompagnement avec un professionnel est indispensable. Chez Comgem, 70 diététiciennes accompagnent nos clients au quotidien pour leur apprendre les bons principes de la diététique. Et ça marche. D'après une étude réalisée sur plus de 17 000 personnes, Oh yeah. on perd en moyenne 6 kilos le premier mois et 11 kilos en 3 mois. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations, appelez le 0800 35 35 35 ou rendez-vous sur comgem.fr.
Nanobiol réinvente le tobronzant. Une formule qui agit de l'intérieur pour une peau dorée de la tête aux pieds. Râle naturel dès le premier mois, sans tache ni traces. Le tobronzant, un râle uniforme, sans soleil, formule spécifique pour clair et sensible. Eh les deux roues, vous préférez jouer au poker avec un ours, mauvais perdant ou payer cher votre assurance? Carflash. AMV, l'assurance des deux roues. Je préfère quand c'est pas cher. Faites des économies sur amv.fr. Si vous voulez perdre du poids ou éviter d'en prendre, comme j'aime est une solution parfaitement adaptée, vous n'avez pas à sortir de chez vous. Tous vos repas, pour 28 jours, du petit déjeuner au dîner, sont livrés à votre domicile. Adapté, car la chaîne alimentaire est soumise à des mesures d'hygiène. Vos plats sont apéritifs et plus de 100 degrés, ce qui assure la stérilisation des plats. Alors si vous voulez perdre du poids ou éviter d'en prendre, appelez le 0800 058 058 0800 058 058 ou rendez-vous sur comgel.fr. Rappelez-vous, c'est toujours là-bas que vous mangez votre pizza préférée. Et ici que vous avez fêté votre anniversaire. Ou encore là que vous avez fait votre demande en mariage. Et toujours ici que vous retrouvez vos meilleurs amis. Depuis le 14 mars à minuit, tout s'est arrêté pour vous, pour eux. Bientôt, 210 000 restaurants français et 1 million de salariés vous attendent. Ils sont vos souvenirs, notre terroir, notre vie sociale. Aujourd'hui, mobilisons-nous pour redonner vie à nos restaurants. Encore 8. Découvrez pour la première fois une nouvelle expérience sur le cacao sélectionné avec soin. Craquez pour un plaisir unique. Magnum, fidèle au plaisir. Reportage exclusif dans les coulisses de l'Élysée. Un président pas un chant. Un document exceptionnel. Savoir 20h50 sur BFM TV. La météo avec Estelle. Votre projet immobilier est essentiel. Estelle est là pour vous. C'est vraiment une très belle journée, même une très belle semaine qui s'annonce. Il y a très peu de nuages au lever du jour. Des nuages circulent tout de même du côté de la Corse. Et d'ailleurs, ce sera encore plus nuageux cet après-midi avec de fortes pluies pour la Corse. Du très beau temps pour toutes les autres régions avec un tout petit risque d'averse pour les Alpes cet après-midi. Les températures sont en hausse. On aura 25 à Paris, 22 pour La Rochelle, jusqu'à 28 pour Montpellier. Demain, même situation très souvent dégagée. Un petit peu d'instabilité sur les Alpes et encore plus du côté de la Corse. Et à partir de mercredi, les températures seront en hausse. C'est jeudi, la journée qui sera la plus chaude. 28 degrés de moyenne après-midi sur le pays. Allez. C'était la météo avec Estelle. Votre projet immobilier est essentiel. C'est parti. Estelle est là pour vous. Merci d'être avec nous les 10h30 de la LPFM, tout savoir, tout comprendre. Dans la prochaine demi-heure, la Non. France reprise de l'activité. Non. Dans les collèges, 185 000 élèves reprennent les cours. Non. Les conseils municipaux vont aussi pouvoir commencer à s'installer. En Italie, bars, cafés, restaurants, Non. la basilique Saint-Pierre-de-Rome reprenne du service en Grèce et l'acropole d'Athènes et Quelle ouais. c'est les pays qui ouvrent leurs portes ce lundi. Et puis dans cette émission, le monde apprend, avant quelques minutes sociales, politiques, économiques, les premières conséquences de la crise sanitaire, ce qu'elle va vraiment changer, y compris pour le chef de l'État. Pôle emploi ouvre ses portes ce lundi dans un contexte particulier. De très nombreuses enseignes pourraient, elles, fermer. Alors, pour tout comprendre avec nous sur ce plateau, Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Nous serons aussi avec Claire Vigouroux, qui est coordinatrice centrale syndicat FO La Halle, pour parler de tout cela, juste avant de les entendre. Dominique Marie, dans le 19e arrondissement de la capitale, devant une agence Pôle emploi qui rouvre aujourd'hui dans quelle manière, Dominique? Eh bien, vous voyez surtout derrière moi, pas de file d'attente, Oui, pas chaud. d'attente apparente en tout cas, parce qu'on ne vient plus à l'improviste en fait à Pôle emploi. Il faut désormais un rendez-vous téléphonique obtenu via la plateforme téléphonique ou
pour les prochaines semaines ou les prochains mois une nouvelle vague de chômeurs. On sait que les entreprises sont en difficulté avec cette crise du coronavirus et l'économie qui a subi un coup d'arrêt brutal. Vous en parliez avec nos invités tout à l'heure. On craint surtout en fait pour les plus précaires. Vous savez, ces gens qu'on place souvent dans la catégorie C, c'est-à-dire en activité réduite non, qui Les passer désormais en catégorie tutus. A, catégorie A, celle des personnes au chômage, ce chômage contemporain. Merci Dominique. Dans les du département de la capitale avec Héloïse Capis. La situation de l'emploi en France après 2 mois de crise sanitaire, 12 millions de personnes environ au chômage partiel, 24 milliards d'euros dépensés par l'État dans le cadre du dispositif. Au-delà des chiffres, la réalité, ce qu'il faut connaître, c'est avec vous, Sandra Normand. On démarre avec les enseignes menacées. Quelles sont-elles? NAFNAF, tout d'abord, placé en redressement judiciaire vendredi soir, 2 ans après son rachat par un consortium d'investisseurs. NAFNAF, c'est 1170 emplois. André, elle était la première entreprise française victime du coronavirus. Elle a été placée en redressement judiciaire début avril. On parle ici de 600 salariés. La Halle, enseigne de vêtements et de chaussures qui emploie 6000 personnes au total. En procédure de sauvegarde depuis 21 avril, les candidats pour la reprise ont jusqu'au 25 mai pour se faire connaître. Et puis il y a aussi ces enseignes de déco, Alinéa en redressement judiciaire avec 2000 emplois menacés. Conforama qui n'est pas encore dans cette situation mais qui attend un prêt garanti par l'État de 320 millions d'euros. Quels sont les secteurs les plus touchés, Sandra? Il y a l'aérien tout d'abord. Plusieurs transporteurs ont purement et simplement été rayés de la carte depuis le début de la crise. Le secteur n'avait pas connu un pareil coup d'arrêt depuis 1940. En avril 2020, le trafic a baissé de 98% par rapport à avril 2019. Alexandre de Gignac, le président de l'Association internationale du transport aérien, indique que les liaisons aériennes devraient reprendre en juin en France, en été pour l'Europe et à la rentrée pour l'international. Mais le niveau de trafic d'avant-Covid ne sera pas atteint à nouveau avant 2023. Et puis il y a le secteur évidemment du tourisme très impacté, lui aussi, hôtels, restaurants, voyages, 90% des établissements sont fermés. Plus de 62 000 entreprises ont déjà bénéficié de prêts garantis par l'État à hauteur de 6 milliards d'euros. Les restaurants pourraient rouvrir en zone verte début juin et cet été, les Français sont clairement encouragés à partir dans le pays. Combien d'emplois menacés? Eh bien, on a ce chiffre très impressionnant du cabinet britannique McKinsey qui estime à 60 millions le nombre d'emplois menacés par le Covid en Europe. En France, on n'a pas de chiffre exact, bien sûr, mais ce n'est qu'un début. Cette crise, après 8 semaines de confinement, 3000 chefs d'entreprise, entrepreneurs et artisans en difficulté ont fait appel au numéro national des entreprises Covid. Parmi eux, un quart sont des restaurateurs et hôteliers et 15% travaillent dans le commerce de détail. Merci Sandra. Bernard Cohen-Haddad, le meilleur moyen d'aider les TPE, les PME aujourd'hui, quel est-il? Je vais sortir, excusez-moi, quelque chose qui est important, c'est de dialoguer dans l'entreprise. Donc on a besoin encore plus de dialogue social, plus d'écoute. On n'a pas besoin d'ajouter de l'angoisse à l'inquiétude qui est à la crise sanitaire et ne pas donner à la crise sanitaire une crise sociale, une crise économique, c'est important. Donc aujourd'hui, nous utilisons tous les dispositifs qui sont en place, c'est-à-dire le chômage partiel, la formation, important, voir dans quelle mesure on peut relancer la demande. Il faut des consommateurs dans les commerces, dans les bureaux, il faut que les services fonctionnent, il faut aussi améliorer les délais de paiement, améliorer aussi la commande publique, c'est important. Et puis après on verra, puis ne pas avoir des générations sacrifiées, ne l'oublions pas. On parle de licenciement, mais on avait prévu des jeunes à emploi, des jeunes non diplômés, des jeunes des quartiers. On avait prévu aussi de remettre dans nos entreprises des seniors. Ce sont des populations qui risquent d'être sacrifiées. Nous faisons tous nous pour faire en sorte de limiter ces dommages-là. Une étoile. Les PME en termes d'emploi, ça représente quoi en France? Alors en termes d'emploi, on est 96% de l'emploi. Vous êtes 96% de l'emploi. Les TPE, les PME en France représentent 96% de aujourd'hui, l'emploi. c'est très important. Et ce qui est important, c'est qu'on a une majorité d'emplois non qualifiés. Et que nous sommes toujours à la recherche de compétences. Avant la crise, on considérait que 45% des TPE-PME manquaient de personnes qualifiées ou non qualifiées pour elles. C'est très important. Donc aujourd'hui, on a une vraie envie de pouvoir retravailler. Encore faut-il pouvoir, tout simplement, payer les personnes que nous embauchons. Et c'est ça la difficulté, car nous sommes en faiblesse de fonds propres, il y a beaucoup d'aides et peu de revenus. Justement, combien de TPE ou de PME, de toutes petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises ne survivront pas à cette crise sanitaire?
tirer une toile. Ah, je vois que je travaille aujourd'hui, je l'emmerde. Si vous voulez, une moyenne référence qui est mutantisme, c'est quelque chose que l'on peut accepter. Au moment de la crise de 2008-2013, on avait en moyenne 170 000 entreprises qui se fermaient tous les ans. Jusqu'avant la crise, on avait 50 000 entreprises qui fermaient et il y avait des auto-entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas responsable de donner des chiffres. Et si on arrive à des chiffres de 2008, c'est vrai, ou 2010-2011, on aura des problèmes d'emploi. Pour relancer la croissance, il faudrait que les Français consomment, et pour qu'ils consomment, il faudrait qu'ils aient un emploi. La consommation des énergies est environ 2 tiers de la consommation. Alors, On fait pour avec le petit lit, je l'avais ramené. Ouais. Avec le petit lit, je l'avais ramené. Qu'est-ce qu'il faut lancer on imagine collectivement une nouvelle façon de produire. D'ailleurs, en commençant par ne pas faire payer la facture Oui, mais dans la cage par terre, ça. à la majorité de la population, Et bien un petit peu de ça, et puis ça. en préservant les salariés, en obtenant Papa, pour une taxe, une loi d'interdiction des licenciements, et en montant pour financer tout ça. Arlette a dit que son garçon a acheté une nouvelle voiture aussi. Il avait acheté une nouvelle voiture aussi. Elle dit qu'il ne pouvait pas le payer comme il tombait. Ça y est, il a remis sur pied son garçon là. Ouais. Là, il dit qu'il était là dimanche. Ah ouais, c'est fini. Ouais, bah je l'ai vu. Ah bah je sais bien là. Ensuite, on le redonnait à qui? Toujours Elle était contente aussi. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, comme de notre part, on ne responsabilise jamais. Donc c'est sur ces profits des plus grandes entreprises qu'il faut prendre. Je ne comprends pas, tout à l'heure on en discutait, pourquoi dès qu'on parle de prendre sur la spéculation financière, on bégaye dans ce pays. Quels que soient les discours, on a eu un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui en 2008 a dit c'était fini. On a eu François Hollande qui a dit mon adversaire c'est la finance, Emmanuel Macron qui est tout en référence en ce moment. Quand il s'agit de passer dans les actes, on n'y arrive jamais. Pourquoi? Alors après c'est bien vous de parler d'unité nationale, mais derrière tout ça, il y a des vies, il y a des vies, il y a des vies, il y a des familles, il y a des gens qui tremblent. Donc on parle de ça. Donc aujourd'hui, moi je ne partage pas l'idée selon laquelle dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a un traumatisme majeur, dès qu'il y a un événement de grande envergure, ça a toujours été comme ça qu'il fallait de toute façon se retrousser les manches et que la population accepte en la culpabilisant de renoncer à ses droits sociaux. Écoutez, à la libération après la Seconde Guerre mondiale, c'est à ce moment-là où il fallait une destruction majeure du PIB, on a eu la sécurité sociale. C'est à ce moment-là qu'on a eu un des acquis sociaux majeurs de la vie. Donc comme quoi, c'est pas contradictoire en soi. Donc la petite musique qui consiste à dire on va évidemment surtout parler de tout sauf de répartition des richesses parce que c'est pas le moment. Je ne la partage pas. Quand on sait que 0,001% de la population détient 30% du PIB, c'est-à-dire que les 500 grandes fortunes françaises cumulent à elles seules 650 milliards d'euros. On parle de ça. Du PIB, allez par là. Plutôt que de réclamer toujours aux mêmes, de serrer la ceinture, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par devenir franchement agaçant. Et parmi ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, les salariés de l'AL, c'est une enseigne de vêtements et de chaussures en poids personnel en procédure de sauvegarde depuis le 21 avril. Bonjour Claire Vigo, merci d'être avec nous. La situation de votre entreprise, quelle est-elle aujourd'hui? Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, oui, la HAL, c'est 6 000 salariés. Il y a plus de 800 magasins répartis sur toute la France, avec une population essentiellement féminine, en situation de précarité du fait du temps partiel. Donc, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il y a 2 dépôts logistiques avec du personnel peu qualifié, usé par les conditions de travail qu'ils ont subies pendant de nombreuses années, dans un bassin d'emploi sinistré qui est l'Indre. Donc nous sommes très inquiets pour eux. Nous avons également un siège réparti sur 3 sites, Paris, Ouescane et une antenne également à Lyon. Le Covid nous a mis dans une extrême difficulté, c'est certain, puisque nos magasins ont été fermés du 15 mars au 11 mai, là c'est très récent, 8 jours, alors que, bon an, mal an, on générait du profit. Cette crise vous a tué en fait, elle a fini d'achever une situation qui était déjà compliquée pour vous évidemment, mais elle a provoqué la fin de votre entreprise. Absolument. C'était des coups de grâce, là, c'est vraiment, oui, c'est la fin des haricots, oui, comment te dire. Mon grand regret, c'est également
jouer le jeu mis en place par le gouvernement avec des prêts garantis. Attendez, c'est-à-dire, expliquez-nous qu'une banque, qui d'abord? Vous avez rédigé à des banques, on vous les a refusées, c'est ça? Absolument aucune banque n'a accepté d'être auditionnée. Aucune. Et alors que malheureusement, peut-être, ça aurait été une solution pour nous tous, 6 000 salariés. Donc, de ma part, il y a un projet de reprise qui a été concocté, vous devriez être fixé normalement lundi prochain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Absolument. Donc, nous sommes en procédure de sauvegarde depuis le 21 avril. Nous avons des actifs intéressants. Voilà. Nous sommes dans l'attente de repreneurs, puisque le tribunal de commerce a décidé de nous mettre en vente, nous tous, les 800 magasins, les 2 dépôts et les 3 sièges. Donc, on ne sait pas. La fin de l'appel à candidature est le 25 mai. Donc, c'est lundi prochain. Lundi prochain, donc à cette heure-ci, personne ne sait rien, il n'y a aucune fuite, on ne sait pas, un repreneur, plusieurs repreneurs, est-ce qu'on va être démantelé, 100 magasins, 300 magasins, une dizaine par-ci, nous sommes entièrement dans l'inconnu. Claire Vigouroux, est-ce que vous avez le sentiment que la halle peut disparaître? La halle, évidemment, c'est 6 000 salariés. C'est une possibilité. On ignore complètement si le repreneur nous reprendra avec nos actifs ou Après, je vais mettre un petit peu dehors, là. par quelques magasins, et dans ces cas-là, on perdra notre identité, Bon, notre identité française. Nous sommes une entreprise française. Mais j'ai dit Le groupe Gérard, c'était le groupe André, il ne faut pas l'oublier. Il y a 30 ans d'histoire derrière. C'est la France, c'est notre France. Je vous propose qu'on serve de messager ce matin sur BFM TV, Claire Vigouroux. Si vous aviez en face de vous, et peut-être vous écoutiez en ce moment, Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, nous avons écrit à Bruno Le Maire et nous sommes sans réponse. Nous aimerions bien être auditionnés. J'aimerais qu'ils se rendent compte de l'impact important qu'il va y avoir pour la France, parce que nos 6 000 salariés sont présents dans la France rurale, où c'est exprimé, pour pas qu'ils l'oublient, il y a 1 an et demi, la colère des Gilets jaunes. Et c'est là que les difficultés de notre entreprise vont se ressentir dans la manière la plus aiguë. Et parce que nos salariés sont déjà dans la difficulté. Impact social, ça y est, on y est prêt, il y aura, malheureusement, il y en aura. L'entreprise ne peut pas financer un plan de sauvegarde convenablement. Je demande, j'implore les actionnaires de faire l'effort nécessaire afin de mettre en place les moyens pour que chaque salarié, je dis bien chaque salarié, trouve une solution avec un vrai plan de reclassement, une reconversion professionnelle, ce que le salarié souhaitera, mais qu'on ne soit pas jeté comme des malpropres. Les salariés sont des salariés fidèles avec beaucoup d'ancienneté, en précarité déjà en temps actuel, en étant actifs, ils sont déjà dans la précarité. Et j'aimerais vraiment que l'État prenne en considération notre dossier, soit vigilant de ce qui va s'y passer, et voilà. On espère pour vous que le message est passé. Une dernière petite question, est-ce que vous avez des propositions, un plan peut-être pour faire fonctionner votre entreprise? En quelques mots, s'il vous plaît. L'idéal serait que les actionnaires refassent un effort en remettant la main au porte-monnaie. Quand on a généré la halle très ancienne, elle a une trentaine d'années d'ancienneté, quand on a généré des millions et des millions de dividendes aux actionnaires, ils ne nous ont pas fermé la porte, bien au contraire, leur porte était bien ouverte. Et aujourd'hui, ils ont été clairs dans leurs propos, ils refusent fermement, ils ne veulent plus mettre 1 centime dans l'entreprise. Merci Claire Vigouroux, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est intéressant ce que disait cette dame, elle parlait notamment de cette France des Gilets jaunes. On l'a un peu oublié évidemment pendant ces 2 derniers mois. Les Gilets jaunes étaient présents par centaines en France samedi, alors de manière épars certes, mais ils sont revenus dans la rue malgré les interdictions de manifester. C'est ce qui attend le pays en septembre, une sorte de mobilisation sociale massive après cette crise.
écoutez, ça se décrète pas, mais la colère, elle n'a pas disparu. La colère, elle n'a pas disparu, elle est loin d'être partie, et tout ce qu'on est en train de vivre, et même la gestion politique de la crise sanitaire, est loin d'avoir réglé les problèmes. Quand on voit ne serait-ce que la gestion de la question des masques, celle qui a été orchestrée, je peux vous dire que c'est pas motif à calmer la colère, c'est plutôt motif à exaspérer. Quand on voit que des masques valaient 7 euros, 7 centimes, les masques chirurgicaux, hein, j'entends, 7 centimes en février, qu'aujourd'hui ça en vaut 95 centimes, écoutez, c'est quand même incroyable, ces masques qui avaient disparu, qui ressurgissent, il y a eu spéculation à la hausse. Ça, c'est inacceptable. Donc après la crise sanitaire, la crise économique, vous prédisez une crise sociale. Non mais moi, je lis pas dans le marc de café. Je ne sais pas, vous avez des relais quand même, vous êtes au courant, les Moi, je suis militant, je suis actif, c'est pour c'est ça pas, qu'on vous pose on la va pas se question. laisser marcher sur les pieds, mais simplement, moi, j'ai, comment dire, est-ce qu'on vient de vivre, est-ce qu'on vit encore en ce moment, c'est un tournant dans l'histoire. Ça nous remet tous en cause, tous autant qu'on est. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie à dire non et à protester. J'ai envie de construire autre chose. Une autre société. On est à la croisée des chemins. Je veux dire, on a le droit de quoi. Mais j'entends parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas forcément mon point de vue sur l'inégalité de ce système-là. Mais de toute façon, penser qu'on va pouvoir repartir à l'ancienne, ça ne va pas fonctionner. Il y a trop de contradictions dans le système tel qu'il est. On parlait d'imaginer par exemple que finalement le budget de l'État va être une espèce de grande planche à billets sur laquelle on va tous reposer avec l'argent de nos impôts pour financer la reprise économique et l'identique. Ça ne fonctionnera pas. Là aussi, c'est une bombe à retardement. D'autant plus qu'il y a des choix politiques majeurs auxquels on va être confronté. C'est qu'au moment où on parle, les pouvoirs publics qui vont devoir s'endetter, vont devoir s'endetter auprès de qui? Auprès des banques privées. Même pas auprès de la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il y a une loi bancaire qui impose ça depuis 1973 et que les traités européens s'y opposent. Donc on est en train de nous expliquer que l'argent de nos impôts va permettre aux banques de continuer leur spéculation immobilière. Sur les banques, c'est financière. Parce que vous nous le disiez, les banques n'ont pas voulu s'engager, à tort ou à raison, peu importe, hein, sur ce dossier-là. Vous, c'est quelque chose que vous avez eu comme problème, les TPE, les PME. Est-ce que les banques étaient au rendez-vous? Écoutez, les banques ont joué le jeu globalement à 90%. Il suffit de voir les chiffres publiés par la Banque de France. 90% des TPE et PME qui en avaient demandé ont bénéficié du PGE. On avait jamais demandé le fonds de solidarité, même si ça a été un fonds de solidarité à évolution réglable. Donc on l'a, ce témoignage est poignant, mais aussi il traduit un secteur en difficulté, celui de l'habillement, il ne faut pas l'oublier. Dans les petites, dans les moyennes, des vêtements, de la maroquinerie, de la chaussure, c'est un secteur fortement concurrencé, il faut aider. On ne peut pas laisser effectivement des enseignes et des drapeaux comme ça disparaître. Derrière, il y a l'humain. Et je suis un peu surpris, comme vous, de ce discours de non-soutien des banques. C'est pour ça qu'effectivement, il faut faire appel aux autorités de Bercy. Merci, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau ce matin. Rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur notre antenne la crise du coronavirus vécue de l'intérieur du palais de l'Élysée. Document exceptionnel à partir de 20h50 au cœur de l'Élysée face à la crise. En voici un extrait. Maman, on peut voir une petite taxe, s'il te plaît. Philippe Etchebest voudrait que les banques et les assurances mettent la main à la bouche. Mais c'est pas pris. De quoi? Un petit peu. Non. Même à fond. Non. Moi, on n'a plus. Ah bah, attends. Merci pour ces mots. C'est ça qui m'entend. Je sens votre impatience, je sais votre volonté d'ouvrir, de travailler. Je le salue, le pays en a besoin. Mais non, on va se parler tous franchement. Il ne faut pas non plus avoir des pudeurs de guédel comme il y a certains autres. Ce qu'on est en train de faire collectivement, et ce que vous acceptez quand même tous, gaiement depuis le début de cette crise, c'est une nationalisation des salaires, des charges, des restes. Donc je veux bien que l'État soit pas joli à voir quand il s'agit de monter au capital, mais l'État, vous faites tout ça de la lui, donc il faut payer le reste. Et on est là au rendez-vous parce qu'on veut qu'on résiste, qu'on résiste. On vous a dans des réunions très techniques avec les restaurateurs notamment, avec les intermittents. C'est tout pour moi. Non, je t'ai dit. Pas de café. Est-ce que ça empiétait pas un peu sur Elle a eu une ce matin, elle raconte tout ça, voir encore une de nous. On a arrêté le poids. De quoi? Le poids après-midi. Si, Non? non. Sur le terrain et aller dans le détail. C'est comme ça en tout cas que je conçois depuis le premier jour mon rôle. La météo avec Estelle. Votre projet immobilier est essentiel. Estelle est là pour vous.
C'est vraiment une très belle journée, même une très belle semaine qui s'annonce. Il y a très peu de nuages au lever du jour, des nuages circulent tout de même du côté de la Corse. Et d'ailleurs, ce sera encore plus nuageux cet après-midi avec de fortes pluies pour la Corse. Du très beau temps pour toutes les autres régions avec un tout petit risque d'averse pour les Alpes cet après-midi. Les températures sont en hausse. On aura 25 à Paris, 22 pour La Rochelle, jusqu'à 28 pour Montpellier. Demain, même situation, un ciel souvent dégagé, un petit peu d'instabilité sur les Alpes et encore plus du côté de la Corse. Et à partir de mercredi, les températures seront en hausse. Jeudi, la journée qui sera la plus chaude avec 28 degrés de moyenne après-midi sur le pays. C'est que la météo avec Nestel. Votre projet immobilier est essentiel. Nestel est là pour vous. Reportage exclusif dans les coulisses de l'Élysée. Comment Emmanuel Macron a-t-il géré la crise du Covid? Un document au cœur de la présidence pendant le confinement. Une épidémie inédite. Des décisions stratégiques. La méfiance des Français. Par contre, sinon, j'ai la chance là, parce qu'il y a des mails. Personne n'était prêt. Personne. Au cœur de l'Élysée. Face à la crise, un document exceptionnel. Ce soir, 29 ans, Doudoudou. Yeah. Doudoudou. Doudoudou. La deuxième vidéo. Yeah. Doudoudou.
C'est parti. Non. Non. Oui.
Oulouloulou. En marche a accepté après la crise des Gilets jaunes cette décision. Donc on voit bien que lorsqu'il faut, on n'a pas la majorité absolue, on est plus à l'écoute et il faut trouver des consensus. Et je trouve que ce sera une bonne façon de mieux faire fonctionner la majorité présidentielle. Cet affaiblissement de la majorité présidentielle dans l'hémicycle, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement pour pouvoir chasser à la France insoumise face au pays, quoi. C'est-à-dire